Charles Spencer a publié un document qui anéantit 30 ans de stratégie de communication du palais de Buckingham. Jeudi matin, il a produit un document unique prouvant que le récit historique établi concernant la relation entre la princesse Diana et la princesse Anne était entièrement faux. Le récit véhiculé pendant 30 ans par le palais et les biographes royaux laissait entendre que les deux femmes étaient des rivales acharnées aux conceptions fondamentalement opposées du devoir royal et de la vie publique. La publication de ce document prouve que leur relation était tout autre. Le moment choisi pour cette révélation. Les détails logistiques précis de la remise initiale de la lettre et l'existence d'une copie conservée dans un coffre-fort distinct indiquent une diffusion hautement coordonnée, conçue pour dévancer toute réaction institutionnelle. L'équipe juridique du palais a passé une nuit entière à tenter de trouver des fondements juridiques pour faire supprimer le document avant de conclure qu'elle n'avait absolument aucune autorité légale pour intervenir. Les circonstances visuelles et procédurales de la diffusion du document soulignent la gravité de l'événement. Charles Spencer était assis dans la bibliothèque d'Althorp House, le domaine ancestral de la famille Spencer dans le Northamptonshire. Le document n'a pas été extrait d'un classeur ordinaire, il a été récupéré dans un coffre-fort hautement sécurisé, situé sous les fondations du manoir. Portant des gants d'archiviste en coton blanc, conformément au protocole strict de conservation des documents, Spencer ouvrit à l'aide d'une clé en fer un coffret en acajou doublé de Swiss bleu délavé. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier à lettres bleu clair ornée des armoiries rouges en relief du palais de Kensington. Le document était daté du 10 août 1997. Cette date revêt une immense importance historique car elle situait la rédaction de la lettre exactement 21 jours avant la mort de la princesse Diana à Paris. Ce contexte temporel précis modifie considérablement la portée de l'information contenue dans la lettre. Spencer ne diffusa pas la lettre immédiatement après sa découverte. Il consacra 48 heures à collaborer avec un expert dans documents médico-légaux des archives des successions de Londres, afin de garantir l'authenticité incontestable de la signature et de l'écriture. Les experts procédèrent à une analyse rigoureuse comparant la pression de l'encre, la régularité du trait et la composition chimique précise de l'encre noire du stylo à billes, avec des centaines de documents authentifiés, conservés dans les archives familiales de Spencer. Le verdict fut sans appel, le document avait bel et bien été écrit et signé par la princesse Diana. Le palais ne disposait d'aucune ambiguïté à exploiter. Le contenu de la lettre contredit directement l'image publique soigneusement construite des relations au sein de la famille Windsor dans les années 1990. Pendant des décennies, les médias ont présenté Diana comme une célébrité expressive et habile, avec les médias en conflit permanent avec Anne Despeintes, comme une membre de la famille royale froide, traditionnelle et pragmatique, qui méprisait l'approche de Diana vis-à-vis de la vie publique. Cette lettre prouve que durant la période la plus sombre de sa séparation, alors que la majorité de l'aristocratie britannique l'avait abandonnée, au profit du futur roi, Diana s'est tournée directement vers la princesse Anne pour obtenir conseil et protection. Diana ne s'est pas appuyée sur ses amis célèbres ni sur les confidents de son entourage. Elle s'est tournée vers la sœur du roi. L'intimité de cette correspondance transparaît dès la formule de salutation. Diana a renoncé à tous les titres aristocratiques officiels et s'est adressée à elle simplement comme à Anne. Le texte de la lettre détaille la peur grandissante de Diana,
face aux protocoles institutionnels rigides que les hauts dignitaires de la cour appliquaient pour gérer l'éducation et l'image publique de ses deux fils, les princes William et Harry. Diana y écrivait qu'elle ressentait le besoin urgent et impérieux d'ériger une barrière permanente, indépendante et hautement protectrice autour du développement émotionnel de ses enfants. Elle a clairement affirmé que selon elle, la princesse Anne était la seule membre de la famille royale à posséder le courage et la force morale nécessaires pour s'opposer à la bureaucratie du palais. Cela montre que Diana avait examiné l'ensemble de la famille royale et conclut que celle que la presse décrivait régulièrement comme distante et insensible était en réalité la seule à se battre pour le bien-être de ses fils. Les méthodes logistiques employées par Diana pour faire parvenir cette lettre témoignent de sa profonde méfiance envers la famille royale. Elle n'a pas utilisé le service postal officiel du palais de Kensington, car elle savait pertinemment que les services centraux du palais surveillaient activement sa correspondance privée. Diana a donc eu recours à un réseau postal informel et très secret, géré par de jeunes membres de l'aristocratie, conçu précisément pour contourner la surveillance des hauts courtisans. Elle donna personnellement instruction à son chauffeur, le plus fidèle, de transporter l'enveloppe directement aux écuries de Gatcombe Park, la propriété privée de la princesse Anne dans le Gloucestershire. Le chauffeur reçut l'ordre de remettre le document en main propre au palais-frénier en chef d'Anne, dans le strict respect de la confidentialité absolue. La lettre contourna ainsi tous les contrôles officiels de l'État et fut déposée directement sur le bureau de la princesse Anne. Avant de rendre le document public, Charles Spencer en informa Clarence House par courtoisie. Ses représentants légaux remirent une photocopie. Haute résolution du manuscrit au secrétaire particulier du roi, un mercredi après-midi, offrant ainsi à la monarchie un bref délai pour examiner le texte. L'arrivée de ce dossier déclencha une réaction immédiate et intense au sein du service juridique du palais. Des juristes de haut rang travaillèrent toute la nuit, analysant minutieusement les lois de 1993 sur le Royal Trust et la loi sur les secrets officiels, afin de déterminer si la couronne disposait d'un fondement juridique pour obtenir une injonction interdisant la publication de la lettre. L'équipe juridique a finalement conclu à son impuissance. La lettre originale ayant été découverte dans les archives privées d'Althorp House et adressée à un particulier plutôt qu'à un fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, la couronne ne disposait d'aucune autorité constitutionnelle pour la faire interdire. Elle était juridiquement considérée comme un document historique indépendant, échappant totalement à la juridiction du Royal Collection Trust. Les juristes du palais furent contraints d'informer les conseillers du roi que sa publication était inévitable. Les détails précis contenus dans la lettre expliquent la panique intense qui s'est emparée de l'équipe juridique du palais. Diana y écrit qu'exactement 48 heures avant de rédiger sa lettre à Anne, elle avait reçu un document administratif confidentiel d'une source fiable travaillant au sein du bureau d'enregistrement du palais. Ce document révélait un plan hautement confidentiel élaboré par de hauts fonctionnaires de la Cour visant à modifier systématiquement son dispositif de sécurité internationale. L'objectif est de réduire son service de protection rapproché au strict minimum, créant ainsi un environnement logistique hostile destiné à la contraindre à renoncer à ses activités médiatiques indépendantes. Diana a explicitement employé l'expression « piège administratif » pour décrire les manœuvres juridiques mises en place par les avocats du roi.
Par ailleurs, Diana a expliqué que l'objectif ultime des conseillers du palais était d'invoquer un mécanisme juridique ancien et très controversé pour contrôler ses enfants. Ces conseillers prévoyaient d'utiliser des clauses spécifiques de la loi de 1772 sur les mariages royaux afin d'engager une procédure de garde privée. Cette stratégie reposait sur l'affirmation de la prérogative souveraine absolue d'exercer un contrôle total sur l'éducation, la résidence principale et les déplacements quotidiens des princes William et Harry. Il ne s'agissait pas d'une crainte vague et paranoïaque, mais d'une stratégie juridique précise et concrète dont Diana avait obtenu des détails précis. Sa principale préoccupation n'était ni sa réputation, ni son accord financier, ni l'organisation de ses déplacements. Elle écrivait que sa plus grande peur était l'environnement froid et institutionnel qui, si elle était soudainement éloignée de leur éducation quotidienne, finirait inévitablement par consumer ses filles. Elle décrivait les conseillers principaux gérant la maison royale comme un conseil d'administration qui considérait les jeunes princes comme de simples rouages de l'appareil d'État, plutôt que comme des êtres humains, en développement, ayant besoin d'une véritable affection parentale et d'une stabilité psychologique. Cette description de la famille royale est accablante, et son impact est d'autant plus fort qu'elle s'adressait directement à la sœur du roi. Diana informait en substance la princesse Anne que l'appareil familial des Windsor détruirait émotionnellement ses enfants si personne n'intervenait. Cet appel à Anne constitue la partie la plus poignante du document. Diana supplia Anne de ne pas se laisser influencer par les rumeurs superficielles de la cour, orchestrées par la machine de relations publiques du palais, pour les diviser depuis 10 ans. Diana expliqua avoir choisi Anne car cette dernière était la seule au sein de la famille à posséder le courage de regarder un monarque régnant droit dans les yeux et de défendre les droits fondamentaux d'une mère. Diana demanda officiellement à Anne de constituer un rempart inébranlable, tant émotionnel que physique, entre les garçons et les traditionalistes qui cherchaient à en faire des symboles distants et insensibles de l'État. L'examen médico-légal du manuscrit original a révélé que Diana avait consacré plusieurs heures à la mise en forme minutieuse de cet avertissement. Au verso, de nombreuses corrections apparaissent, elle a raturé des phrases initiales et les a remplacées par un langage précis et juridiquement contraignant. Cela indique qu'elle ne se contentait pas d'exprimer une simple émotion. Elle constituait un document officiel. Elle s'assurait ainsi que, si document était retrouvé lors d'une future crise familiale, les juristes du palais ne pourraient pas le rejeter comme le fruit d'une crise d'angoisse. Locke détaille qui a provoqué la plus grande panique à Buckingham Palace, jeudi matin, se trouvait au milieu de la 2e page. Diana y mentionnait explicitement un dépôt personnel secret contenant plus de 200 lettres originales, des extraits de son journal intime et des notes internes du palais, remontant à ses années d'école jusqu'au début de son mariage. Elle informa Anne qu'elle avait dissimulé ce dépôt en dehors de l'enceinte du palais, complètement séparé des archives royales du château de Windsor. Diana affirma avoir donné instruction à ses administrateurs personnels de rendre l'intégralité des archives publiques si l'administration centrale tentait de lui interdire tout contact avec ses fils après la rentrée scolaire d'automne. Cela signifie qu'il existe un coffre-fort sécurisé potentiellement situé à Fleet Street ou dans une autre banque privée contenant 200 documents que Diana a spécifiquement mis de côté comme assurance contre la couronne. Les équipes juridiques actuelles du roi sont désormais contraintes de consacrer des ressources considérables
a retracé l'historique des avoirs de la famille Spencer depuis la fin des années 1990, dans une tentative désespérée de localiser ce coffre-fort avant que d'autres documents ne soient découverts. La lettre se terminait par une brève postface ajoutée par Diana, juste avant de sceller l'enveloppe. Elle lui écrit qu'elle part pour la Méditerranée le lendemain matin et qu'elle ressent une profonde angoisse administrative. Elle exprime le sentiment intense que le temps lui est compté pour assurer la sécurité affective de ses fils. Exactement 3 semaines après avoir écrit ces mots, elle trouve la mort dans un accident de voiture à Paris. Cette postface transforme fondamentalement ce document d'une simple correspondance familiale privée en un testament. La manière dont la princesse Anne a géré cette correspondance pendant les 30 années suivantes est un modèle de rigueur institutionnelle. Anne conservait son exemplaire de la lettre dans un coffre-fort à combinaison ignifugée de qualité militaire boulonné directement dans le mur de pierre de son bureau privé à Gatcombe Park. Le coffre était dissimulé sous plusieurs couches de registres d'élevage équin et de titres fonciers familiaux, pendant exactement 31 ans que coffre-fort était resté. Intact sans qu'aucun assistant du palais secrétaire particulier ou inspecteur de la maison n'y touche. À travers chaque documentaire télévisé, chaque mémoire publiée et chaque enregistrement divulgué et vendu aux chaînes internationales. Anne a gardé un silence absolu. Elle n'a accordé aucune interview concernant l'état d'esprit de Diana. Elle n'a autorisé aucune déclaration à la presse pour rétablir la vérité historique. Elle a conservé la lettre sous clé et s'est acquittée de ses fonctions sans se plaindre. Les réalités structurelles de ses fonctions royales l'expliquent ce silence. La princesse Anne a consacré toute sa vie adulte à incarner le pilier fondamental de l'infrastructure traditionnelle de la couronne. Son allégeance première va à la continuité constitutionnelle à long terme de l'État et non aux campagnes de relations publiques personnelles ou au rythme effréné des médias. Elle comprenait parfaitement que la révélation d'une lettre faisant état d'une conspiration administrative concertée au sein du palais aurait déclenché une crise constitutionnelle majeure durant la période de transition particulièrement instable de la fin des années 1990. La fureur publique qui s'en serait suivie aurait complètement compromis la stabilisation de la monarchie et menacé directement le règne futur de son neveu, le prince William. Au lieu de s'en prendre publiquement aux conseillers du palais, Anne choisit d'assumer le lourd fardeau émotionnel de la lettre dans un isolement total et de jouer discrètement le rôle protecteur que Diana l'avait supplié de jouer. Les archives officielles de la cour publiées dans les années qui ont suivi la mort de Diana confirment qu'Anne s'est acquittée discrètement de cette tâche. Entre 1997 et 2005, elle a discrètement adapté son agenda caritatif et ses engagements publics afin d'être présente au domaine de Windsor pendant les vacances scolaires de William et Harry. Elle n'a pas fait venir d'équipe de tournage pour couvrir sa présence et n'a pas invité les journalistes royaux à observer ses interactions avec les fils. Elle arrivait simplement dans sa voiture privée, passait des heures à se promener avec William et Harry dans les allées paisibles du Great Park et leur offrait un environnement stable et authentique, totalement à l'abri des incessantes manœuvres de relations publiques qui se déroulaient à Clarence House. Tandis que les tabloïds britanniques la dépeignaient pendant des années comme une traditionnaliste froide et indifférente à la tragédie des garçons, Anne incarnait précisément le rempart émotionnel que Diana avait souhaité. Elle n'a jamais cherché à en être reconnue publiquement. L'attention autour de ce secret atteignit un point critique début
2026, lorsque les archivistes du palais commencèrent à préparer une importante célébration nationale. Le maître de la maison demanda un audit complet de tous les dossiers de correspondance privée conservés à Gatcombe Park. L'objectif était d'identifier et de transférer tout document historique sensible au dépôt central du château de Windsor, où il pourrait être examiné, catalogué et, en définitive, soustrait à la consultation publique en vertu de la règle des 50 ans relative au secret professionnel de l'État. La princesse Anne a immédiatement et catégoriquement rejeté l'audit. Elle a informé les employés du registre central que son coffre-fort privé contenait une correspondance familiale personnelle totalement distincte des procédures administratives de l'État et a refusé catégoriquement de remettre les clés ou d'autoriser l'accès aux auditeurs. Le service juridique du palais a rapidement compris qu'il ne disposait d'aucun fondement légal pour contraindre la fille de la reine Élisabeth à restituer ses documents d'héritage privé sans déclencher une bataille judiciaire interne extrêmement préjudiciable et publique. Le palais a cédé. La coordination entre Charles Spencer et la princesse Anne avant l'annonce publique témoigne d'une unité face à l'administration centrale du palais. Le comte Spencer se rendit dans le Gloucestershire en voiture privée pour une réunion d'information urgente et confidentielle avec Anne dans son bureau. Il l'informa que son équipe juridique avait vérifié indépendamment le manuscrit original découvert dans la bibliothèque d'Althorp. Il exprima sa conviction que l'intérêt public exigeait la publication immédiate du document afin de rectifier définitivement le récit historique erroné entourant les dernières semaines de Diana. Anne écouta sa présentation en silence, les mains posées sur le bord de son bureau à cylindre. Elle donna ensuite son accord discret et formel à Spencer pour qu'il procède à la publication. Anne était consciente que puisque la copie d'Althorp avait été pleinement authentifiée par des experts, toute tentative supplémentaire de sa part pour dissimuler le duplicata serait perçue par le public comme une tentative désespérée de dissimulation de la part du palais. Plus tard dans l'après-midi, le coffre-fort d'Anne fut ouvert afin que ses avocats personnels puissent comparer une dernière fois son texte avec le manuscrit d'Althorp. Le duplicata sur papier bleu clair correspondait parfaitement mot pour mot à la copie d'Althorp. La réaction à Buckingham Palace, lorsque le document a été rendu public, fut décrite comme un véritable chaos. Plus de 300 ordinateurs administratifs du réseau du palais accédèrent simultanément aux numérisations haute résolution téléchargées depuis le serveur de presse d'Althorp. Le flux de travail quotidien habituel, planification des visites diplomatiques, coordination logistique et rédaction de communiqués de presse mineurs, fut complètement interrompu. Les directeurs de la communication abandonnèrent leurs tâches matinales pour se rassembler devant les écrans de surveillance des médias. Ils observèrent les journalistes postés devant les grilles du palais brandir les premières éditions de la presse, écrites dont les titres en première pages analysaient l'expression « piège administratif » employée par Diana 33 ans auparavant. Les dégâts stratégiques infligés à la structure actuelle de la Cour sont profonds et potentiellement irréversibles. Pendant des années, la machine de communication du palais a présenté les tensions royales des années 1990 comme une simple couac tragique, rupture d'un mariage privé. La couronne a dépensé des millions de livres sterling provenant de la subvention souveraine pour projeter une image de modernité, de fluidité et de continuité. La révélation d'une alliance stratégique et secrète
entre Diana et Anne fait voler en éclats ce discours institutionnel. Les sondages d'opinion réalisés immédiatement, après la publication du document, ont révélé une vague massive de sympathie et de respect envers la princesse Anne. Plus de 80% des personnes interrogées l'ont félicité d'avoir porté le fardeau émotionnel en silence afin de protéger les jeunes princes de la bureaucratie. À l'inverse, l'image de l'ancienne garde administrative s'est effondrée. Le texte dépeignait explicitement la bureaucratie du palais comme une machine froide et autoritaire qui privilégiait le contrôle institutionnel à la compassion humaine fondamentale et aux droits parentaux. Chaque revirement spectaculaire de l'opinion publique a immédiatement provoqué une crise opérationnelle au sein de l'équipe de communication du palais. Celle-ci devait lancer une importante campagne médiatique vendredi matin afin de promouvoir les engagements caritatifs de la reine Camilla à Londres. Suite à la diffusion massive de la lettre d'Althorp, les responsables de la communication ont réalisé que poursuivre la promotion de la mode et du style de vie s'éraille d'une insensibilité flagrante, alors que le public était encore sous le choc de l'avertissement désespéré d'une mère concernant l'institution. Le secrétaire général du roi a été contraint de geler l'ensemble du programme promotionnel et de mettre les supports de communication en lieu sûr jusqu'à ce que la tempête médiatique se calme. La crise culmina lors d'un appel téléphonique tendu entre le bureau du roi à Clarence House et le bureau privé du prince William à Adelaide Cottage. Les conseillers du roi souhaitaient ardemment rédiger une déclaration familiale commune et défensive. Leur stratégie consistait à reconnaître la valeur historique de la lettre, tout en la présentant avec tact comme le reflet d'une époque révolue de tensions à la cour désormais apaisée. Ils voulaient que le prince William signe un texte affirmant que la famille avait définitivement tourné la page des conflits administratifs de 1997. Le prince William rejeta catégoriquement le discours du palais durant les 20 minutes de l'appel. Il informa le secrétaire particulier de son père qu'il n'autoriserait pas son personnel à participer à une quelconque campagne de relations publiques visant à minimiser, contextualiser ou déformer les propos originaux de sa mère. Il affirma sans équivoque que la note manuscrite publiée par Charles Spencer était un document authentique de l'histoire de sa famille. De plus, William déclara respecter pleinement le secret absolu que sa tante Anne avait gardé pendant 30 ans, afin de protéger son enfance. En refusant de soutenir la stratégie défensive de l'administration centrale, William isola de fait les conseillers du roi et exposa l'appareil palatial au grand jour face à l'attention du public et des médias. L'après-midi, au service de presse du palais, l'effondrement total de leur contrôle de l'information a été mis en évidence. Les standards téléphoniques n'arrêtaient pas de sonner des centaines de journalistes internationaux, exigeant de savoir si la couronne allait ouvrir une enquête officielle sur le dépôt secret de 200 documents mentionnés dans le texte. Les attachés de presse étaient complètement démunis. Miles se contentait de lire une déclaration générique et répétitive sur le caractère privé des archives familiales. Leur incapacité à fournir des réponses concrètes a mis en lumière une révélation historique qu'aucune diplomatie de palais ne pouvait contenir ni gérer. La vérification administrative finale du document a eu lieu vendredi après-midi à 16h au greffe des successions de la Haute Cour de Londres. Un archiviste judiciaire a apposé des codes de cryptage numérique sur le dossier nouvellement traité, le cataloguant ainsi dans les registres nationaux d'archives permanentes. Le document original de 1997, provenant du palais de Kensington,
et de couleur bleu clair. Est désormais officiellement enregistrée aux archives publiques de l'État. Elle a été placée dans une boîte d'archives sécurisée à température contrôlée, à l'abri de toute tentative future de censure, de modification administrative ou de destruction institutionnelle de la part du palais. Devant les grilles de Buckingham Palace, des milliers de citoyens se sont tenus en silence, brandissant des éditions du soir, reproduisant en pleine page l'écriture cursive de Diana. Un sondage réalisé le soir même a révélé que plus de 90% des personnes interrogées exprimaient leur profonde gratitude pour la protection physique et émotionnelle que la princesse Anne avait apportée au jeune prince durant leurs années les plus vulnérables. La publication de ces documents bouleverse la réalité de la cour moderne. L'administration centrale, Charles se retrouve confronté à un contexte où 30 années de gestion narrative méticuleuse ont été réduites à néant par une simple feuille de papier provenant des archives Althorp. La future cour dirigée par le prince William depuis Adelaide Cottage semble totalement à l'abri des répercussions. Le public reconnaît désormais que le style de leadership moderne et protecteur de William est en parfaite adéquation avec le modèle émotionnel que sa mère a si âprement défendu. La vieille garde des conseillers du palais a été contrainte au silence. La princesse Anne, celle que les tabloïds ont dépeinte pendant des décennies, comme froide, distante et indifférente, s'est révélée être la personne en qui la princesse Diana avait le plus confiance pour protéger ses enfants du poids écrasant de l'institution. Cette voix venue du passé n'a pas simplement ajouté une note de bas de page à l'histoire royale. Elle a complètement bouleversé le fonctionnement de la monarchie britannique.